Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, on espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous, on avait hâte de vous retrouver pour un podcast format long. Vous étiez ce matin avec Shai entre de bonnes mains pour le CQFR comme tous les matins. Et aujourd'hui, comme vous le savez peut-être si vous avez écouté justement le CQFR, Antoine n'est pas avec nous, mais on est rejoint par notre consultant qui était le plus plébiscité, je pense, par les auditeurs, Frédéric Yang, contributeur de longue date au MOOC Rivers. On les voit d'ailleurs, on en voit d'ailleurs certains qui sont affichés derrière toi, Fred, et que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Better Athlete. Vous pouvez retrouver, si vous êtes fan du Orlando Magic et que vous tapez Orlando Magic dans Google, vous tomberez sur ce que Fred a à dire au sujet de cette équipe. Comment ça va, Fred ? Très très bien. Comment ça va, les gars ? T'as remarqué qu'on t'invite toujours après une victoire du Magic quand même. C'est pour te mettre dans de bonnes dispositions, tu vois. C'est vrai. On n'oserait pas t'appeler en période difficile, quoi. C'est sympa, j'apprécie. C'est ça. Et pour le coup, alors déjà on est ravis de te retrouver, Fred, mais si on t'a proposé de venir, c'est pas pour parler du Orlando Magic, même si le joueur sur lequel on va lancer ce débat est un ancien du Orlando Magic. Alors c'était pas à ses meilleurs moments ni au sommet de sa carrière, mais voilà, on était obligé de rebondir un petit peu sur les dernières déclarations de Gilbert Arenas. Alors je sais pas si vous avez vu passer ça ce week-end sur les réseaux, ça fait pas mal discuter. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te passe la parole, Shai, peut-être pour que tu puisses t'exprimer. Les plus jeunes d'entre vous ne le savent certainement pas, mais Gilbert Arenas, ça a été court. Mais c'était un joueur fantastique. Je préfère le dire en préambule, parce qu'après, je ne sais pas si tout sera très positif quand on va parler de ses propos. Mais ça a été pendant 2-3 saisons un joueur électrisant, fantastique, une des belles histoires de la NBA, dans le sens, un mec sur qui personne ne voulait parier et qui était devenu l'un des plus forts scoreurs, des attaquants les plus incroyables qu'il y a eu à un moment. Fin de carrière plus complexe, mais ça a aussi été un précurseur, je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, parce que finalement, il tenait un blog, c'était la grande époque des blogs, il tenait un blog au sommet de sa gloire, il était All-Star, il avait un blog dans lequel il racontait ses conneries qui étaient super marrants à suivre et à lire. Depuis sa fin de carrière, maintenant il s'est reconverti lui aussi en podcasteur, et il avait des choses à dire sur la défense ce week-end. Shai, est-ce que tu peux nous redonner le contexte ? Ouais, bon, c'était dans son podcast Gil's Arena. Moi aussi, j'ai bien aimé Gilbert Arenas en tant que joueur, même si c'était très tumultueux, l'histoire des flingues dans le vestiaire et tout ça. Mais il a quand même tendance, entre deux punchlines ou idées intéressantes développées de manière amusante, à sortir quelques dingueries qui ne sont pas toujours à mon goût, mais bon, on passera là-dessus. Notamment sur le fait qu'il y avait besoin de faire jouer les joueuses de WNBA en lingerie pour que ça attire du monde. Passons, tu ressors les vieux dossiers des placards, là, je préfère direct. C'est pas si vieux que ça en plus. Hein. Je me demande si je pense même qu'il croit toujours que c'est une bonne idée, mais bon. Bref, donc dans ce fameux podcast où il est toujours en bonne compagnie, il a parlé de la défense et en tout cas de ce que lui ferait pour qu'il y ait plus de défense dans les matchs NBA. Sa réponse a été cinglante. Hein. Je ne sais plus lequel de ses invités lui a posé la question et il a dit: Get rid of all Europeans, donc débarrassons-nous de tous les Européens. En gros, il a ciblé la présence des Européens comme facteur principal de la baisse de la défense en NBA depuis des années. Et donc, je vais vous lire la quote. On va à la fac pour apprendre la défense. Où vont les Européens ? Ils n'ont aucune qualité athlétique, ils n'ont pas de vitesse, de capacité à sauter. Ce sont des handicaps en défense. Nomme-moi parmi les 150 Européens qu'il y a dans la ligue aujourd'hui, nomme-moi les top défenseurs. Il n'y en a aucun, à part Rudy et le Greek Freak. On notera que c'est quand même pas mal, vu que c'est quand même des gens qui ont gagné le titre de meilleur défenseur de l'année. Mais à part ça, ce sont tous des joueurs offensifs. Ils ne défendent pas, n'est-ce pas ? Et après, il a précisé quand même, et je vais développer sa quote, parce que c'est bien aussi de ne pas sortir que des extraits. Il explique que la NBA a enlevé l'agressivité du jeu pour qu'elle puisse s'ouvrir aux Jeux européens et à l'Euroleague. Quand ils sont arrivés ici, ça a été difficile pour eux, ils n'y arrivaient pas. Ils ont donc adouci les règles pour eux. Ils ne l'ont pas fait pour les Américains, ils l'ont fait pour que ce jeu devienne international. Plus de tirs à 3 points, plus de passes. Ce n'est pas notre ligue, c'est le style européen. Voilà.
Fred, ta réaction en entendant les propos de Gilbert? Bah, un peu comme tout le monde. Après, je me pose toujours la question, est-ce qu'il le fait justement pour qu'on parle de lui et ça fonctionne bien, ou est-ce qu'il le pense vraiment? Moi, j'ai quand même peur qu'il le pense vraiment et que de nombreux Américains pensent comme lui, en fait. Bah, on connaît que parfois, enfin, les Américains ont vraiment une version, enfin une vision nombriliste un peu de ce qu'ils font et là, c'est une illustration parfaite. Euh, Bah, c'est complètement ridicule en fait. Enfin, si on entre dans les détails, c'est vraiment ridicule. Alors, il y a quand même quelque chose qui souligne, c'est le désir de la NBA de s'internationaliser. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de rendre la ligue plus soft pour justement permettre aux Européens de jouer. Enfin, on voit très bien qu'il y a des très très bons défenseurs. Enfin, moi, je trouve ça même ridicule que je dois limite me justifier, mais on les voit. Bon, il a cité Rudy, il a cité Giannis, mais on peut en citer d'autres. Moi, justement, à Orlando, Franz Wagner, c'est un excellent défenseur, en plus d'être un excellent attaquant. Mais enfin. En tout cas, bon, j'ai l'impression que cette coach, en tout cas, ce qu'il a dit, c'est vraiment juste pour faire réagir, même s'il y a pour lui, un fond de vérité qui est totalement absurde. Ce qui est marrant, c'est que je pense sincèrement pas que Gilbert Arenas ait jamais vu le moindre match d'Euroleague, parce que si c'était le cas, je pense pas qu'il pourrait tenir ses propos. Même, tu sais, c'était après la dernière campagne, après les derniers Jeux Olympiques, il y a Jrue Holiday qui avait été invité par JJ Redick et c'était super intéressant. Donc, Jrue Holiday, qui est l'un des meilleurs défenseur de NBA, voilà, sur ces 5-7 dernières saisons, qui expliquait qu'il avait kiffé jouer en FIBA parce qu'on le laissait être physique, justement. On le laissait, il disait body, c'est-à-dire se servir de son poitrail et toujours en contact de l'attaquant. Il disait, mais ça, on peut pas le faire en NBA du tout. Et dans les règles FIBA, tu peux le faire tout le temps. C'est un jeu qui est complètement différent. Comme tu le disais, Fred, on va pas prendre la liste des bons défenseurs européens, mais quand même, il y en a qui me passent tout de suite en tête. Tu peux dire Batum, tu peux dire même Zubac, qui est un excellent défenseur du côté des Clippers. Tu peux dire Giannis, bien sûr, ou même un joueur qui est juste un joueur lambda, comme Bogdanovic des Hawks. C'est pas du tout un mauvais défenseur, et je dis pas que c'est un des meilleurs défenseurs, mais il défend pas moins bien que la plupart des arrières de la ligue. C'est assez hallucinant. Et l'autre truc qui est vraiment marrant dans la quote que tu sors, Shai, c'est quand il dit on va à la fac pour apprendre à défendre. Gilbert Arenas, il est passé par la fac, hein. Mais à Arizona, visiblement, on lui a pas appris grand chose parce que c'était autant je louais tout à l'heure ses capacités de jeu, et c'est marrant parce qu'en fait il serait parfait dans le jeu d'aujourd'hui, et Gilbert Arenas serait encore plus compliqué à jouer. C'était un mec qui prenait des tirs à 3 points très vite, de très loin. Il les prendrait d'encore plus loin aujourd'hui. Mais c'est un mec qui a jamais défendu de sa vie. C'est pour ça que c'est encore plus fou, je trouve, d'entendre ces propos-là, quoi. Il y a une forme d'aigreur, il y a une forme de. Il se trompe de coupable quand il désigne les Européens, parce qu'effectivement, il y a une période où la NBA a été jugée trop peu sexy. Tu prends les Pistons de 2004, il n'y a pas des masses d'Européens, il me semble, hein, chez les Pistons de 2004. Alors les Spurs, c'est une autre histoire. Il y a Darko Milicic quand même, qui jouait beaucoup. C'est de la faute, voilà, c'est de la faute de Milicic si la NBA en est là aujourd'hui. Mais mettre au cours, il part l'année d'avant, il me semble, je sais plus, mais en tout cas, il était dans cette équipe. Mais il y a eu effectivement une période où la NBA a cherché à relancer l'intérêt, les audiences aussi probablement, d'une certaine manière. Donc peut-être à adopter un jeu qui serait décrit comme plus européen selon les critères d'Arenas, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le profil des joueurs européens. Là, Théo, tu parlais de joueurs actuels qui étaient plus que corrects en défense. Dans les Defensive Player of the Year, il y a Joachim Noah, Marc Gasol. Enfin, il y a des très bons défenseurs. Et Luka Doncic lui-même, qui, bon, lui pour le coup non plus, n'est pas un très grand défenseur. Il a toujours dit que c'était peanuts pour lui d'attaquer en NBA à côté de ce qu'il y avait en Euroleague. Et il a joué au plus haut niveau de l'Euroleague. Il a été MVP, il a gagné. Donc il sait, lui, que le niveau européen, parce qu'il n'y a pas tant d'Américains que ça qui sont des spécialistes défensifs en Europe, il sait que le niveau en Euroleague défensif est très bon. Donc je pense qu'il se trompe de coupable. La réflexion n'est pas inintéressante parce qu'ils cherchaient entre eux à définir ce qui pouvait rapporter un peu de défense. On est tous dans ce cas-là, je pense. On se dit, surtout quand on a regardé un peu les années 90, 2000, on a cette nostalgie de se dire comment est-ce qu'on pourrait rendre le truc des défenses moins perméables, parce que parfois ça tourne au ridicule, les scores sont un peu ridicules parfois. Et je pense juste qu'il se trompe de coupable, qu'il y a une forme d'aigreur et un manque de recul sur sa propre carrière, tu le disais aussi Théo, parce que c'est un joueur qui aurait pu, comme d'autres de sa génération, comme je sais pas, il y a eu Steve Nash et compagnie, qui ont profité de ce changement un peu d'approche dans le jeu. Et pour moi, c'est juste qu'il manque. Il a ce côté nombriliste des Américains qui veulent absolument chercher le coupable ailleurs,
ah bah tiens, si ça va pas, c'est de la faute des Mexicains, on va construire un mur. Bah là, c'est de la faute des Européens, on va les dégager. Alors, faut préciser, j'ai regardé l'extrait entier qui dure plus d'une dizaine de minutes. Alors, il lance la phrase un peu en mode provoque, mais par contre, je pense qu'il pense vraiment que c'est le problème. Il dit juste, il dit pas, je pense vraiment qu'il faut les virer, mettre un arrêt, une loi comme dans certains championnats, dans d'autres ligues. Il dit juste, si c'est la seule solution à mes yeux, ce serait ça, mais il n'a pas d'envie que ça se produise, évidemment. Après, son avis, il est aussi vachement cliché parce que justement, on parlait des joueurs européens. Je pense que lui, dans sa tête, les joueurs européens, c'est les joueurs techniquement très forts, athlétiquement nuls. Sauf que c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les Américains sont intéressés par les Français justement parce qu'il y a ces qualités athlétiques et cette intelligence de jeu. Et je pense que c'est vraiment une analyse qui est vraiment de bas étage parce que justement, c'est vachement cliché. Mais après, ce qui est intéressant, c'est vrai que la défense, le côté athlétique est très important. L'envergure, ça joue. Pouvoir se déplacer vite, ça joue. Alors, ce qu'il essaie de dire, c'est peut-être que il y a beaucoup d'Européens qui n'ont pas de qualité athlétique et qui arrivent quand même à produire parce que justement ils sont créatifs, parce que techniquement ils sont au-dessus. Mais c'est comme je viens de le dire, c'est quand même ne pas prendre en compte la complexité, la globalité du basket aujourd'hui et de ce qui se fait aussi en Europe et notamment en termes de qualité athlétique. Mais c'est complètement ça. Et l'autre élément, c'est, tu sais, ça me fait penser à cette phrase que m'avait dite Chris Oliver, qui est un entraîneur qui a des podcasts passionnants sur le coaching et qu'on avait eu la chance d'avoir plusieurs fois en intervenant dans le MOOC. Il m'avait dit, voilà, de toute façon, les évolutions du jeu, elles viennent tout le temps des joueurs. Elles viennent pas des ligues, elles viennent pas des entraîneurs, elles viennent des joueurs. Et en fait, si les Européens sont prédominants aujourd'hui ou si le jeu est tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas que la NBA a choisi d'orienter le jeu, c'est qu'en fait, les joueurs sont devenus tellement forts offensivement, c'est devenu tellement une nécessité absolue d'être fort offensivement que maintenant le jeu s'est changé de lui-même et que maintenant les mêmes Européens en fait dont Gilbert Arenas a l'air de fustiger la présence en NBA, s'ils sont là, c'est parce que offensivement ils sont tellement forts que pour certains, comme pour certains joueurs américains, ça compense les lacunes défensives parce que dans ce cas-là, tu dis quoi, James Harden n'aurait pas le droit de jouer en NBA par exemple, tu pourrais te dire que le Stephen Curry des premières années n'aurait pas eu le droit de jouer en NBA. Si tu parles du principe, si tu étends un petit peu son raisonnement et que tu dis bah non, on va ne laisser jouer dans notre ligue que des joueurs qui sont capables d'être two-way players, Gilbert Arenas aurait jamais posé un pied sur un parquet NBA. C'est ça qui est vraiment totalement absurde. Et il y a un refus aussi de se concentrer sur le problème de la formation aux États-Unis dont on a déjà parlé dans le basket. À aucun moment, il n'y a aucune ligue qui valorise le comportement défensif. Les mecs sortent de AAU, ils valorisent l'individu, les performances individuelles pour se démarquer et pas être dans une logique de collectif où la notion de défense elle est plus importante. Donc s'il avait un peu réfléchi au truc, il se dirait que les Américains, s'il n'y a pas d'Américains qui ont ces profils-là, ça vient aussi peut-être des Américains et pas juste du fait qu'on voudrait supposément avec une invasion de joueurs européens. Voilà, c'est genre le grand remplacement. Moi, j'ai eu l'impression d'entendre un mec qui parlait de grand remplacement, en fait. Genre, et voilà, ils arrivent, ils prennent nos femmes, nos boulots. J'ai eu juste l'impression là quand je l'ai entendu. Alors, c'est pas le seul d'ailleurs à avoir tenu des propos de ce type-là. Il y a d'autres joueurs NBA, notamment je pense à Kenyon Martin par le passé, où c'était quasiment, quasiment ça. Quoi. Ils viennent prendre notre place. Quoi. Ouais, il était sur le plateau avec. Et les mecs ils se mettent entre eux aussi parce qu'ils ont ces réflexions-là. Donc ça m'a fait un peu penser à ça. Alors c'était évidemment pas. Je vais pas partir. C'est pas des trucs politiques non plus, mais c'est de la politique intra basket, intra NBA. Donc je pense juste qu'il s'est vraiment trompé de cible, de responsable. Et c'est un refus très, très américain d'analyser leurs propres difficultés actuelles en matière de basket, de formation et de toutes ces choses-là. Ouais, c'est une évidence. Et puis c'est marrant parce que si vous nous suivez sur Instagram, sur le compte Rivers, on a posté, c'était hier je crois, un petit graphique assez parlant de Kirk, c'est Goldsberry, non, c'est quoi le nom ? Goldsberry, ouais. Merci, voilà. Chaque fois, j'ai du mal avec son nom de famille. C'était marrant, c'était simplement, tu voyais l'origine des derniers MVP NBA de tous les MVP de l'histoire de la NBA. Et tu vois, il n'y a que des drapeaux américains jusqu'à ces 5-7 dernières années. Et la question, c'était de savoir, mais est-ce que les Américains arriveront à placer un MVP dans la décennie ? Et je pense qu'en fait, c'est là que Gilbert Arenas se trompe
se trompe de problème en fait. La NBA est devenue de toute façon une ligue internationale. Alors il y a toujours effectivement à peu près 75% de joueurs qui sont issus des États-Unis, mais maintenant c'est simplement un endroit où les meilleurs joueurs viennent jouer et c'est le comment dire un petit peu le dans la logique de la société américaine, c'est la place pour les plus forts survivent et en fait on s'en fout d'où tu viens, si t'es bon, t'es sur le terrain. Et ça fait penser à ce qu'a dit Steve Clifford. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, mais ça revient sur la formation et ces histoires-là. Mais, et ça montre, je pense, plus le vrai problème que tiens, c'est de la faute des Européens. Je vais la lire rapidement parce que je l'ai trouvée vraiment très intéressante. On l'a évoqué ce week-end parce qu'il y avait une question d'un de nos auditeurs à ce sujet. Donc Clifford, qui est donc le coach des Hornets, hein, qui a traîné sa bosse, qui a roulé sa bosse en NBA pendant des années, qui connaît tous les aspects du basket US, il dit la première chose que je regarde chez un joueur, ce sont ses intentions. Si un gars ne fait pas d'écran retard et sprint pour pouvoir recevoir la balle, c'est qu'il ne pense qu'à l'attaque. Malheureusement, tous les joueurs NBA ne peuvent pas avoir la balle dans les mains. Quand vous avez 15, 16 ou 17 ans, vous passez 1h30 avec un coach individuel pour travailler votre dribble et votre shoot, et ce n'est pas forcément ce dont vous allez avoir besoin pour devenir un bon joueur NBA. Et là, la formation aux États-Unis touche le fond. Les jeunes enchaînent les tournois, ils ne s'entraînent plus et ils n'ont pas les fondamentaux nécessaires quand ils arrivent dans la ligue. Mais l'aspect le plus important, c'est leur manque d'intelligence de jeu. Ils ne savent pas jouer en équipe et ne comprennent pas comment jouer en équipe. Pour réussir en NBA, vous avez besoin de ça plus que tout. Après, il part c'est très très long, mais il parle là des joueurs américains, évidemment. Il ne parle pas des joueurs européens qui, eux, bénéficient d'une formation plus axée sur les fondamentaux et notamment sur le plan défensif où on valorise moins l'individu que ce qu'il apporte au collectif. Et quel est ton point de vue là-dessus, Fred, sur la différence, alors peut-être de la manière dont la formation peut se faire aux États-Unis et en Europe? Alors, après, peut-être qu'on divague un peu par rapport au sujet principal, mais moi, ce que je pense, c'est que tout n'est pas acheté dans la formation US. Je pense que justement, je m'étais déjà exprimé dessus sur Twitter. Je pense que la formation US est intéressante pour ce côté. On joue beaucoup. Alors, c'est aussi leur défaut, mais contrairement à nous, je trouve qu'en France, on passe trop de temps à s'entraîner. Finalement, et limite, ce que je peux voir aussi, moi, au quotidien dans les clubs de basket, c'est qu'on s'entraîne à s'entraîner. Et finalement, les entraînements, ils ne préparent pas assez au match. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve un certain équilibre où on pourrait jouer, par exemple, 2 matchs par semaine et s'entraîner 2 fois par semaine. Enfin, ça, ce serait l'idéal. Pour moi, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas, chez les Américains, parce qu'encore une fois, c'est un truc qui m'intéresse vachement et j'essaie vraiment de m'inspirer de tout ce qui se fait dans le monde entier. Et je trouve qu'aux États-Unis, ce rapport à la compétition, il est ancré très, très jeune. Et limite, chez nous, ça se fait progressivement. Alors, forcément, il y a des bonnes choses à prendre. Apprendre le jeu, c'est ce qui est le plus important. Mais la réalité de la compétition aussi, elle peut être brutale. Il y a des clubs de foot comme Liverpool qui, dans leur enceinte d'entraînement, ont fait des city stades en fait pour reprendre en fait ce côté compétition foot de rue, côté oui, on se rentre dedans et c'est peut-être un truc qui manque chez nous Européens. Alors certes, on est bien formés. On passe beaucoup de temps sur ce qu'on dit les fondamentaux, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi d'être confronté de plus en plus à la compétition, peut-être de manière un peu différente de ce que font les Américains. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à prendre des deux côtés et qu'il ne faut pas non plus diaboliser les Américains et dire que tout ce qu'ils font, c'est faux parce que ça a porté ses fruits pendant des années et les Américains, sur justement leur confiance en soi, ils sont encore au top et c'est peut-être aussi lié à leur personnalité, leur arrogance, j'ai dit le côté nombriliste. Mais je pense qu'il faut aussi s'inspirer. On peut encore s'inspirer des Américains, nous les Européens. Et moi, j'essaie de le faire à mon échelle. Et je pense que voilà, toutes les écoles sont intéressantes il faut s'inspirer un peu de toutes les écoles. Et je pense que les Américains devraient aussi beaucoup s'inspirer de ce qu'on fait nous. Et il y a de plus en plus d'entraîneurs qui le font. Enfin, c'est pas forcément en NBA de plus en plus, mais aussi à des échelons au lycée. Je suis plein de comptes de coachs américains et je vois de plus en plus d'intérêt justement à ce basket européen. Et ils regardent de plus en plus l'Euroleague aussi. Et du coup, tu as trouvé le compromis en tant que coach c'est-à-dire que tu arrives à faire 2 matchs par semaine, même s'il y en a un qui n'est pas en compétition officielle ou... Non, en fait, mes entraînements, j'essaie de faire en sorte qu'on joue beaucoup. En fait, souvent, c'est la crainte de se dire à l'entraînement, tu as fait quoi? Mais on a fait du jeu. Et limite, faire du jeu, c'est pas jouer. Mais en fait, si c'est bien cadré, c'est le meilleur entraînement. Moi, le meilleur entraînement que j'ai fait cette année, c'est 1h30, on a fait du match. Mais
c'était cadré, en fait. Et j'ai trouvé l'entraînement génial. Et le week-end, bah, en fait, les gars étaient prêts, quoi. Et je pense que c'est un truc, voilà, enfin, j'essaie d'apporter ça, ce côté match à l'entraînement tout le temps, en fait. Tout le temps. Et c'est difficile à faire, mais parce que, enfin, aussi, moi, j'ai pas beaucoup de temps d'entraînement. Si j'avais 4 entraînements par semaine, bah, je ferais plus de temps pour travailler la technique individuelle. Mais moi, typiquement, vu que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que ce que je fais ressemble de plus en plus au maximum à la compétition. Donc, tout est centré autour de ça, en fait. De toute façon, le manque de temps, c'est vraiment le truc de tous les entraîneurs. Tu es là avec ta montre à tout chronométrer en disant, mais il y a encore ça, ça et ça que je veux faire. Si je peux avoir une séance de plus, c'est vraiment le problème. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Fred, quand tu dis qu'il y a des choses à garder du modèle américain. Je pense qu'il y a vraiment un entre-deux. Ce qui me gêne un petit peu, finalement, dans le modèle de formation, même s'il n'y a pas de modèle, en fait, aux États-Unis, il n'y a aucun cadre, il n'y a pas de formation des entraîneurs. Bon, ça serait pour un autre débat. Mais tout n'est pas acheté, clairement. Par contre, ce qui est vrai, le problème, en fait, c'est que je pense que c'est à outrance pour les matchs. Même, il y avait une interview assez récente de Del Curry qui expliquait que lui, volontairement, il avait forcé Stephen Curry et Seth Curry à faire des breaks dans leur saison, à pas être 12 mois de l'année en compétition à jouer. Il les a forcés à faire des breaks. J'avais entendu une interview aussi passionnante de John McEnroe qui disait qu'il recommandait à tous les parents de tennisman de laisser leurs gamins faire plusieurs sports et de pas être juste au tennis. Et ça, c'est un autre problème qu'on a dans tous les sports, en fait. C'est là, très jeune, choisir un sport et laisser les gamins que dans un sport et les faire enchaîner des entraînements que sur un sport. Je pense qu'on perd beaucoup en capacité de développement, on risque plus de blessures de cette manière-là aussi. Mais c'est vrai que dans le modèle américain, je pense que le problème, c'est qu'il y a des entraînements, mais c'est beaucoup d'entraînements individuels qui sont axés sur des fondamentaux, certes, mais des fondamentaux individuels qui sont parfois complètement déconnectés de ce qui peut se passer en match. Et ça, on le voit un petit peu, on voit un peu l'impact que ça a maintenant avec les réseaux sociaux, Instagram et autres en France, où hier encore, j'étais à un match de U18 filles. Et tu vois des filles, et j'ai déjà vu la même chose chez des garçons, enchaîner des combos de dribble. Et tu dis, mais pourquoi t'as enchaîné 2 dribbles en fait? Après ton premier dribble, t'avais déjà créé l'avantage. Derrière, tu as refait un changement de direction qui a permis juste aux défenseurs de se remettre en place. Et en fait, on automatise des choses qui n'ont pas de sens. Et je pense que voilà, chez les entraîneurs, on en a déjà beaucoup parlé avec Fred, mais la chose la plus importante, je pense, aujourd'hui dans les entraînements, c'est de faire en sorte que même si tu vas travailler sur des fondamentaux individuels, ils soient organisé autour d'une réalité de terrain et notamment de la chose la plus importante, celle sur laquelle je pense que la plupart des entraîneurs maintenant sont concentrés, c'est la prise de décision en fait. Et je reprends encore cette métaphore que m'avait donnée Chris Oliver là, que je trouvais passionnante. Il me dit, en fait, si tu apprends simplement les fondamentaux déconnectés du reste, c'est comme si tu apprenais à quelqu'un à se servir d'un marteau et à se servir d'un tournevis, mais qui ne savait pas dans quel cas il faut qu'il se serve soit d'un marteau, soit d'un tournevis. Et en fait, au bout du compte, mieux vaut savoir pourquoi... il faut que tu saches pourquoi tu vas utiliser tel ou tel outil de ta boîte à outils technique. Et je pense qu'effectivement, dans le travail américain, bah oui, les mecs sont techniques, etc. Mais quand on dit qu'ils n'ont pas beaucoup de QI ou qu'ils manquent de QI par rapport aux joueurs européens, c'est encore une fois un cliché, hein, c'est pas vrai de tous. Je pense qu'il y a parfois trop de déconnexion entre la manière, les skills que les mecs ont répétés et ont appris à faire et savoir vraiment comment les utiliser dans un contexte de match. Ouais, bah, je te rejoins complètement parce que moi, je le vois aussi hein, en entraînant des U20, même en étant au contact de U17, de U15. Je vois ce que tu dis sur la manière de s'entraîner. Tu vois, ce côté, il y a trop de joueurs, trop de jeunes joueurs que je vois vraiment se tromper en fait sur ça parce qu'ils ont une vision du basket très individualiste, très centrée sur eux-mêmes. Et en fait, c'est hyper important de se connecter au jeu. D'autant plus ici en France. Parce qu'on a un jeu qui ressemble pas au jeu de la NBA. On a un jeu qui est plutôt, qui est même très cadré selon les clubs. Mais c'est pour ça que quand on fait du 1 contre 1, il faut mettre un 1 contre 1 dans le contexte du match. Sur quelle partie du terrain tu vas jouer des 1 contre 1. Tu peux faire du 1 contre 1 en mettant par exemple des aides à certains endroits du terrain pour finalement justement cette prise de décision. Et moi, ça m'attriste vraiment parce que j'ai peut-être aussi cette connotation d'entraîneur individuel via ma chaîne YouTube Better Athlete parce que j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos sur ça, sur pouvoir s'entraîner tout seul. Mais moi, je vois bien la limite de ça. Et aujourd'hui, ce que je propose quand j'entraîne individuellement, c'est toujours reprendre des contextes de match, toujours des contextes de match.
Parce que sinon, oui, ça n'a pas de sens en fait. Apprendre des crossovers pour des crossovers, ça n'a pas de sens. Le plus important, comme tu dis, c'est apprendre à lire. Apprendre à lire. À quel moment je prends le tir, à quel moment je passe, à quel moment je dribble, à quel moment je dois faire un reverse, à quel moment je. Enfin, ça, c'est des trucs basiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs se trompent et sont vachement autocentrés parce qu'ils regardent vachement de contenu sur Internet, sur Instagram, sur TikTok, et tout est basé sur l'individu. Et je trouve que c'est une grave erreur, vraiment. Et tu sais, pour finir sur ce chapitre, et puis après on pourra peut-être basculer, Fred, dans le match que je voyais hier, c'était assez marrant parce qu'en fait je voyais finalement des filles, enfin des jeunes femmes qui étaient plus à l'aise sur le fait d'enchaîner un combo que simplement sur avoir un dribble dur qui leur permette de traverser le terrain le plus vite possible sans que le ballon monte à un moment au niveau de l'oreille ou au niveau du coude. Et donc c'est là en fait où je pense que effectivement il y a besoin quand même de modèles. Et tu vois, les vidéos telles que les tiennes, Fred, je les trouve hyper utiles en fait parce que c'est précis sur la technique, c'est un vrai outil et une vraie aide au développement des joueurs. Moi, j'aurais rêvé avoir ça quand j'avais 15 ans, tu vois, avoir accès à ce type de ressources pour progresser sur le tir, sur le dribble, sur tout ça. Mais je pense que c'est là notre rôle, entre guillemets, en tant qu'entraîneur ou éducateur sportif, c'est d'aiguiller les joueurs, quel que soit leur âge, sur « Ok, tu veux faire ça, mais dans quel cadre tu vas t'en servir ?» À quoi ce geste technique va vraiment te servir dans un contexte de match, que ça, dans le 5-5 bien sûr, mais j'imagine que c'est la même chose maintenant avec le développement du basket 3-3 où il y a d'autres réalités. Enfin, tu vois, si tu veux être fort dans le basket 3-3, c'est vrai que finalement, tu vas pas travailler les choses de la même manière que dans le 5-5 parce que l'aide défensive elle peut pas venir du même endroit. Enfin, il y a tout ce contexte qui est aussi important, je pense, à comprendre et à saisir que la maîtrise technique en elle-même. Donc ouais, voilà. Donc écoute, de toute façon, c'est vrai qu'on a bifurqué, mais c'était vraiment intéressant ce petit détour parce qu'en fait, voilà, on s'était dit qu'il y avait le sujet sur Gilbert Arenas, mais il soulève aussi la question des règles. On a entendu ces derniers temps beaucoup de gens râler, enfin on voit même au quotidien beaucoup de gens râler sur l'arbitrage, alors que ça soit sur les règles elles-mêmes, sur leur application ou sur des erreurs arbitrales. Voilà, Fred, c'est toi qui proposais qu'on fasse un sujet un petit peu centré sur l'arbitrage. Est-ce que tu veux bien nous lancer, nous donner un petit contexte sur ce sujet-là? On peut tout simplement reprendre la déclaration de Gilbert Arenas qui se pose la question finalement de trouver un équilibre en fait entre attaque et défense. Et aujourd'hui, en regardant les matchs et même en allant sur Twitter, même sur Internet, on peut voir que l'arbitrage est au cœur vraiment des discussions quasiment chaque jour, parce que chaque jour, tu as une action qui est litigieuse. On se souvient du match entre New York et Détroit là, récemment. Il y a eu l'action quelques jours avant, Paolo Banchero met un game winner contre Détroit où il y a un marché. Alors, et là, c'est encore sur la compréhension de la règle du pas zéro. Parce que finalement, il y a bien marché sur cette action, mais pas le marché que les gens pensent. Parce que justement, en fait, et de manière générale, cette compréhension des règles, elle est vraiment difficile pour le grand public. Surtout que, comme je vous le disais en off, la NBA, ça reste un produit. Et ce produit, il a évolué au cours du temps. Et l'arbitrage a évolué aussi. Il y a des nouvelles règles qui sont arrivées, les 3 secondes en défense, la fin du hand-checking. Il y a eu justement l'officialisation du pas zéro. Et tout ça perturbe en fait les consommateurs de basket qui, comme nous, depuis on peut le dire, depuis les années 2000, 90 même, on suit le basket. Et ça peut paraître aussi bizarre de voir que le jeu n'est plus arbitré de la même façon. Et je vois vraiment clairement qu'il y a un fossé et que les gens ne comprennent même plus les règles du basket. Et c'est ça qui, moi, ça m'attriste en tant qu'amoureux du basket, en tant que pratiquant encore. Ça m'attriste vraiment de voir que les gens ne comprennent pas les règles, mais la NBA n'aide pas justement à cette compréhension parce que les matchs sont arbitrés de manière différente aussi, il faut le dire, selon les équipes. Et c'est vraiment très perturbant. Et c'est pour ça que je voulais qu'on évoque ça. Moi, je m'inclus dans le grand public qui comprend rien aux règles, parce que tu parlais de la situation avec Banchero, là, en l'espace de peut-être 30 minutes. Alors, il y avait toi notamment, tu as fait partie des gens qui se sont exprimés dessus, qui ont essayé d'expliquer le truc. J'ai vu 3-4 avis différents, mais très, très péremptoire, quoi. Genre, oui, c'est sûr qu'il a marché, mais non, vous n'avez pas compris la règle, il n'a pas marché. Puis après, finalement, c'est pas ce marché-là dont on parlait. Même le concept du pass zéro, pour moi, qui suis un suiveur, on va dire, lambda en tant que spectateur, et qui n'est pas la même expérience des règles et du jeu que vous, c'est très, très nébuleux pour moi. Et le fait de voir les différents types d'arbitrage,
le fait qu'on nous explique pas finalement, il n'y a pas un grand colloque pour le grand public sur voilà dans quelle situation on siffle ça, les règles basiques, bah, c'est assez déroutant, j'avoue. Donc je fais partie des gens qui sont un peu perdus quand ils regardent un match de basket. Parfois j'ai des mauvais réflexes à faire un peu le supporter de foot qui a l'habitude pas de critiquer l'arbitrage, mais d'être tout le temps dans l'incompréhension ou de tout le temps croire que c'est ciblé contre quelqu'un. Il y a quelques mois, j'avais interviewé Johan Rosso, qui est l'arbitre français, notre top Super arbitre. interview, Voilà, c'était vraiment super intéressant parce que lui aussi, il doit arbitrer dans des compétitions FIBA, il arbitre en Betclic Elite, il arbitre sur des Summer League américaines. Et c'est très l'adaptation à différents types d'arbitrage, le fait que les arbitres eux-mêmes n'expliquent pas toujours ou ne sont pas invités à s'exprimer là-dessus, fait que le grand public, dans lequel je m'inclus, est particulièrement dérouté, je trouve, spécifiquement devant la NBA. En fait. Mais il faut commencer par dire qu'il y a beaucoup de règles dans le basket. Déjà, c'est la première chose. Quoi. Il y a beaucoup de règles qui sont en rapport avec le chronomètre. Il y a beaucoup de règles qui sont effectivement en fonction du nombre d'appuis, etc. Alors, le pas zéro, on peut peut-être le réexpliquer vite fait. Fred, tu me diras si tu as la même interprétation de la manière dont moi je comprends la règle, en tout cas. C'est-à-dire que si tu es déjà en course et que tu reçois la balle, dans ta course, le premier appui quand tu vas recevoir la balle, ton premier appui ne compte pas en fait, et que les deux pas vont démarrer après. Alors déjà, il y a un premier truc, c'est pas seulement sur réception d'une passe. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent, que le pas zéro, ça commence vraiment, c'est comptabilisé seulement sur une réception de passe, mais en fait, en sortie de dribble, on comptabilise aussi le pas zéro. Et c'est peut-être sur ça qu'il y ait une certaine incompréhension du grand public. Le pas zéro, il compte aussi sur des drives. Sinon, Franz Wagner, on lui sifflerait toujours des marchés parce que lui, justement, les joueurs utilisent ce pas zéro comme Giannis Antetokounmpo. Et comme tu disais aussi, Théo, ce qui est difficile, c'est que les règles, elles sont différentes selon les ligues, selon l'endroit où est joué le basket. Donc ça aussi, ça n'aide pas forcément. Mais je te laisse continuer, pardon. Ouais, non, pardon. En gros, quand même, pour faire simple, les règles, c'est les mêmes partout à travers le monde, sauf en NCAA et en NBA, quoi. C'est à peu près. Et en WNBA, je sais pas si les règles. Oui, et en WNBA. En gros, à part en Amérique du Nord, les règles sont les mêmes partout à travers le monde, quoi. Après, il y avait les 3 points aussi, la ligne des 3 points qui est plus éloignée aux États-Unis, légèrement. Et même, justement, la FIBA a fait l'effort de se rapprocher des règles de NBA parce que le pas zéro, c'est plus un pas vers l'avant, du coup, du basket FIBA vers la NBA que l'inverse. Parce que la NBA était déjà très permissive. Non, mais t'as raison, mais c'est là où c'est toujours un peu absurde, parce que même pour la ligne à 3 points, tu dis, dans ce cas-là, pourquoi, quand la FIBA dit on va changer la ligne, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire on prend la ligne à 3 points, finalement, les très grands shooters, tu les recules de 30 cm, c'est pas ça qui va faire une différence énorme pour eux, il y aurait pu avoir une homogénéisation même là-dessus, finalement. Ouais, non, complètement. Et en plus, il faut penser aussi à l'aspect, de refaire les lignes. Ça peut coûter beaucoup d'argent. Et ça, c'est aussi galère. Il y a plein de clubs qui ont mis du temps justement à reculer les lignes à 3 points. Et les gymnases n'étaient même plus aux normes parce que justement, les lignes à 3 points c'était plus du tout les bonnes lignes, quoi. Moi, j'ai connu ça, donc forcément. Mais ça existe encore. J'étais dans un gymnase samedi où c'était encore le cas. Donc c'est pour te dire que c'est toujours d'actualité. Après, je pense que le flou là sur l'arbitrage et les incompréhensions, c'est surtout sur les situations où qui sont décrites comme des fautes et des erreurs. Je repense, il y a le match Détroit-New York où Monty Williams après est furieux parce qu'il y a la faute de DiVincenzo qui fait un plaquage semi-rugbystique. Je ne sais plus qui d'ailleurs, peu importe. C'était Ozar Thompson. Ouais. Ozar Thompson, ouais. Et c'est le fait, ce qui déroute, c'est pourquoi là il n'y a pas faute alors que les arbitres sont là devant le fait accompli. Pourquoi ils n'ont pas la possibilité de revisionner une situation qui est très qui est décisive dans un moment clé. Je sais qu'il y a l'histoire des challenges et tout ça, mais sur le coup, ce qui explique la réaction à chaud des gens dessus et de l'incompréhension, c'est ça, c'est le fait de se dire pourquoi il y a une erreur que moi je considère manifeste qui est pas signalée, quoi. En fait, moi, ce qui me gêne, mais je vais me poser ça peut-être en préambule pour avoir votre avis, mais moi déjà, en fait, l'arbitrage vidéo, finalement, j'aime pas l'arbitrage vidéo, en fait. Parce qu'en fait, on demande aux arbitres d'être parfaits. Et tu vois, même quand la NBA derrière dit oui, les arbitres sont plantés à tel moment, je comprends pas la logique derrière ça en fait. Parce que tu vas pointer du doigt des arbitres et tu leur demandes d'être parfaits, alors que sur un terrain, les joueurs font des erreurs, les entraîneurs font des erreurs. C'est une expérience humaine, un match de basket, et l'erreur fait partie du jeu en fait. Et même, je trouve que c'est contre-productif parce que ça rajoute des temps de malade où tu vas vérifier si c'était une flagrante 1 ou une flagrante 2. Au bout du compte, non, c'est pas flagrante. T'as perdu 5 minutes. Alors ok, t'as pu passer des pages de pub
pub, donc je comprends l'intérêt pour la NBA. Moi, ça m'insupporte en fait. Tu dis mais c'est bon, de toute façon, si tu peux pas micromanager un match comme ça, il y a 82 minutes, il y a 48 minutes, pardon, il va y avoir je sais pas combien de possessions. Bien sûr, tu peux toujours dire oui, mais si sur cette possession-là, on avait eu la balle et pas l'autre, pas l'adversaire, au bout du compte, on perd d'un point. Ouais, mais c'est la vie, ça. Et moi, ça me gêne, en fait, cette exigence qu'on a envers les arbitres. Je trouve que même, et a fortiori en NBA, il y a trop de règles. Adam Silver parlait de revenir sur la règle des 3 secondes en défense. Moi, j'ai jamais compris cette règle-là. Je trouve qu'elle est absurde. Je pense que les joueurs et les équipes sont suffisamment fortes pour pouvoir attaquer, quelles que soient les formes de défense proposées. Et en plus, je trouve, tu te dis, tu vas donner encore une donnée de plus à prendre aux arbitres. Tu vois, je pense que moi, je pense qu'il y a trop de choses et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a trouvé que la NBA ou que les gens trouvent qu'il y a un problème, on essaie de le résoudre en rajoutant une règle de plus, en fait. Au lieu d'essayer de simplifier un petit peu les choses, j'ai l'impression qu'on complexifie systématiquement tout et que c'est de plus en plus incompréhensible pour les spectateurs, parfois pour les joueurs même. Je vais faire une transition. Sur le dernier Super Bowl, c'était un truc de malade pour moi qui ne suis pas spécialiste de NFL, de voir que finalement en prolongation, une partie des joueurs ne savaient même pas quelle était vraiment la règle de la prolongation, en fait. Tu vois, il y a un moment où la complexité des règles et le fait de rajouter des règles, j'ai l'impression que tout le monde est perdant au bout du compte. Ça je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de règles, que la vidéo à n'importe quel moment c'est fatigant. Par contre, je la trouve pertinente elle me paraît importante sur des moments dans le money time, en toute fin de match. Je trouve ça important ou bien qu'il y ait la possibilité de revenir sur une erreur qui serait jugée vraiment manifeste. Je parle vraiment d'une erreur qui provoque une effet de pas d'un panier en milieu de premier quart-temps. Évidemment, entre-temps, le match il suit son cours et c'est pas ça qui a changé la règle, qui a changé le fil du match. Mais sur des trucs comme là, quasiment dernière possession, où il y a un plaquage au niveau du bassin et derrière, il y a sanction immédiate au tableau d'affichage, même si le coach n'a plus de challenge, ça me paraît pas déconnant de donner la possibilité à l'arbitre de consulter la vidéo s'il pense que c'est nécessaire ou qu'il y a un arbitre, là je prends l'exemple du foot, ou qu'il y a un arbitre VAR dans un camion qui déclenche un appel à l'arbitre en lui disant là regarde, il y a quand même un truc assez chaud qui nécessite que tu reviennes dessus. Par contre, l'usage de la vidéo, je suis pas pour à tout va, et dans le foot ça m'a gâché une partie du plaisir notamment. Mais là pour ces cas-là, je parlais vraiment de ces cas spécifiques de dernière minute qui ont clairement un impact sur le match. Ah, avant, je vais te laisser la parole, Fred, mais du coup, je repense juste à un exemple, en fait. Je pense, match de finale NBA Spurs-Miami, le tir de Ray Allen. Il met son tir à 3 points. Derrière, il y a temps mort vidéo automatique pour vérifier qu'il a bien les pieds derrière la ligne. Qu'il n'est pas à 2 points, qu'il est bien à 3 points. Donc, c'est ce que les arbitres avaient annoncé, 3 points sur le terrain. C'est validé par la vidéo et derrière, San Antonio se retrouve à devoir attaquer face à l'une des toutes meilleures défenses de la ligue en place, prête à défendre sur ce que San Antonio allait proposer, alors que San Antonio n'avait pas demandé de temps mort, en fait. Et tu peux te dire, alors je dis pas que San Antonio aurait gagné ce match, mais c'était une des théories, un truc avancé notamment par Tony Parker, a raison, je pense. Il dit à ce moment-là, vite, remise en jeu rapide, qui peut stopper le Tony Parker de cette saison-là sur jeu de relance pour aller au cercle? Tu vois ce que je veux dire? C'est au bout du compte, c'est une règle qui est là pour... Tu dis, bah ouais, mais on voulait s'assurer que San Antonio se faisait pas léser d'un point, et au bout du compte, ça se retrouve être au désavantage des Spurs. Enfin bon, c'est quand même une situation délicate là, Théo. Je comprends ce que tu dis. Je comprends aussi si Tony Parker s'est exprimé sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est hyper délicat parce qu'il faut se remettre dans le contexte. C'est un 3 points qui change tout en fait. Si c'était à 2 au lieu de 3, ça change tout aussi parce que peut-être que les Spurs n'auraient pas relancé vite et ce serait donné une meilleure chance aussi de justement calmer le tempo et avoir la faute. Donc c'est une situation qui est vraiment particulière. Moi je comprends l'utilisation de la vidéo dans le basket parce que j'ai toujours connu ça en fait. Depuis que je regarde le basket, il y a toujours eu de la vidéo, il me semble, en NBA dès les années 2000. Moi, ça m'a toujours paru en fait fluide et c'est pour ça que je pense que le foot aussi s'est inspiré des sports qui pratiquaient déjà le visionnage vidéo sur certaines décisions. Et en plus, par rapport à l'Euroleague, je trouve que ça va la NBA parce que l'Euroleague, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de coupes par rapport à des décisions de arbitrage justement. Mais globalement, il faut parler d'un truc aussi, c'est que autant 82 matchs, c'est beaucoup aussi pour les arbitres. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il faut se mettre aussi à la place des arbitres. C'est tellement dur d'arbitrer le basket. Ça va hyper vite. NBA, ça va encore plus vite. Il se passe 20 000 choses et c'est vrai qu'à l'œil nu, déceler s'il y a un
marcher ou pas sur un pas zéro, c'est hyper compliqué. Parce que le premier réflexe, c'est de dire il y a 100% marché, par exemple sur l'action de Banchero, sans réfléchir. Et en fait, moi, en réanalysant la vidéo, je me suis dit que finalement, le marché, il y est parce qu'en fait, je reprends juste l'action pour ceux qui ne l'ont pas vu, il fait un step back, derrière, donc un pas vers l'avant, il arrête son dribble, le pas en arrière, et il fait un deuxième pas, en fait, un pas simultané. Son deuxième pas, c'est un pas simultané, donc il est sur un pied, il ratterrit ensuite sur 2 pieds. Et ça, pour beaucoup, c'était marché. Et c'est selon la règle, j'ai encore revérifié, du pas zéro, c'est pas marché parce que tu as le droit de faire un premier pas qui est le pas zéro, un deuxième pas sur un pied et un deuxième pas en simultané, avec les 2 pieds au sol. Sauf que Banchero, sur cette action, derrière, il rebouge légèrement son pied droit en sautillant. Donc là, il a marché parce que là, il fait 3 pas. Mais sur l'action, en fait, si tu vois à vitesse réelle, tu te dis, l'action est clean. Et le truc, c'est que l'arbitre, il doit regarder les pieds de Banchero, mais il doit aussi regarder ce qui se passe en haut. Parce que l'arbitre, lui, il regarde, quand tu regardes le ralenti, il regarde ce qui se passe en haut et du coup, il siffle la faute sur le tir. Mais c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. En plus, avec la pression aujourd'hui qui existe avec les réseaux sociaux, c'est devenu. Et c'est pour ça que pour moi, c'est limite une aberration aujourd'hui de rester à ce format de 82 matchs avec autant de matchs pour les arbitres. Enfin, c'est hyper compliqué. Hein. Surtout, ce que tu soulignes, c'est que donc il y a effectivement beaucoup de matchs, mais il y a un faible nombre d'arbitres en NBA, c'est un cercle très très restreint. Yoann Rousseau en parlait justement, c'est-à-dire que c'est très compliqué même pour des arbitres qui sont pas très ouverts à l'international. Alors ils font passer des stages, des formations, ils te laissent peut-être arbitrer en G-League et tout ça, mais vous n'avez pas l'impression de revoir toujours les mêmes arbitres à chaque match. T'as l'impression que c'est les trois mêmes, t'as Tony Brothers, Scott Foster, et puis il y en a toujours t'as l'impression qu'il y a toujours un d'eux dans les crews. Et arbitrer des superstars, parce que les mecs, c'est des superstars. C'est vachement compliqué, c'est intimidant. Donc on ne se rend pas compte de toute la pression que peuvent avoir les arbitres et au-delà même de la difficulté d'arbitrer. Ne serait-ce qu'un match, de, je sais pas, U15, départ 4, rien que ça reste compliqué à arbitrer. Alors, imaginez-vous la NBA. Non, mais c'est clair, c'est pour ça que je partage ton avis, Fred. Et de toute façon, je comprends pas pourquoi on demande aux arbitres d'être parfaits alors qu'ils peuvent pas l'être en fait. Encore une fois, pas plus que les joueurs, pas plus que les entraîneurs. Là, alors je comprends, Détroit, ils ont pas beaucoup de victoires. De toute façon, tu perds un match, t'es dégoûté. Hein. Tu perds un match en pensant que c'est parce qu'il y a un coup de sifflet qui a pas eu lieu. C'est normal, la réaction de Monty Williams, je la comprends en fait, elle aussi elle est humaine. Mais au bout du compte, je suis sûr que si tu reprends les 48 minutes du match, tu vas trouver une situation où un coup de sifflet aurait dû aller de l'autre côté. Et en fait, ce qui était marrant dans le fait que ça tombe sur New York, c'est que ça tombait genre quelques matchs après une faute sifflée sur Jalen Brunson sur un dernier tir au buzzer où tu vois le ralenti, tu dis non, il n'y a pas faute en fait, il touche pas la main. C'est pour te dire que aussi sur une saison de 82 matchs, il y a tout un tas de choses qui s'équilibrent d'une manière ou d'une autre. C'est ça, et puis de toute façon il y aura des erreurs d'arbitrage, et en fait je pense pas que ça soit en rajoutant du process, en rajoutant des temps morts, etc., en rajoutant des commentaires d'après-match où tu vas finalement revenir sur ce qu'ont fait les arbitres en les pointant du doigt, parce que quand la NBA dit oui l'arbitre s'est trompé, finalement c'est dur moi je trouve pour les arbitres, parce que tu te pointes au prochain match dans la salle où ton employeur a dit oui t'as fait une erreur. Tu vois, dans quelle mesure est-ce que ça va pas influencer la manière dont tu vas siffler la prochaine fois en fait que tu recroises tel entraîneur, telle équipe, tel club. Je trouve ça absurde en fait de se demander aux arbitres d'être parfaits. Et puis maintenant, il y a les reports des 2 dernières minutes où tous les fans des équipes qui se sentent lésés attendent ça à chaque fois. On va regarder s'ils vont bien prouver qu'on a été lésés dans les 2 dernières minutes. C'est aussi un facteur qui les met sous le spotlight, quoi, qui peut aussi les incriminer. Et je suis d'accord. De toute façon, moi, je demande absolument pas aux arbitres d'être parfaits. C'est absolument surhumain. Mais quand il y a la possibilité de limiter ces erreurs avec certains outils dans certains contextes, ça peut les aider, quoi. Ils ont cet atout-là que les joueurs n'ont pas. Alors, ils sont mauvais, ils font des erreurs aussi, mais ils n'ont pas la possibilité de reprendre un tir qu'ils ont raté, tu vois. Ouais, mais... Vas-y, Fred, pardon. Vas-y. Non, et puis, juste pour revenir au sujet de base, qui était la défense, je pense aussi que la manière... Il faut une certaine cohérence, en fait, dans l'arbitrage en NBA. Et ce qui peut frustrer aussi, c'est que la cohérence, elle est pas tout le temps là. Franchement, quand on regarde... Il y a des équipes, il y a des joueurs qui sont arbitrés de manière différente. Et ça, vraiment, c'est frustrant. En tant que fan, de ne pas comprendre pourquoi ce joueur-là, on le sait très bien pourquoi, obtient plus de fautes. Et il faut, justement,
on parlait de redonner de l'équilibre plutôt que de changer les règles. Peut-être réinterpréter ce qui est une faute, ce qui n'est pas une faute, ce qui est une faute sur tir, ce qui n'est pas une faute sur tir, mais de manière vraiment très claire et que tous les arbitres se mettent d'accord en fait. Et qu'on arrête avec. Il y avait eu cette règle anti-James Harden, anti-Trae Young qui avait été adoptée en 2022, justement, parce que les deux n'arrêtaient pas de provoquer des fautes qui n'étaient pas vraiment des fautes. C'était même limite anti-sportif de s'arrêter dans sa course pour que le joueur te rentre dedans et faire action de tir pour avoir tes 2 lancers francs. Ça marchait tout le temps. Il y a eu ce petit ajustement qui n'a pas duré si longtemps, mais aujourd'hui, les joueurs ne font plus trop ça. Enfin, Trae Young, il le fait nettement moins. Enfin, même plus rarement, et James Harden, et il arrive toujours, parce que James Harden est hyper intelligent, il va toujours trouver le moyen de contourner les règles et de jouer avec, mais d'aller encore plus loin peut-être dans cette réinterprétation pour redonner justement un peu plus de billes aux défenseurs, parce que dans le débat, est-ce que ça ne défend plus aujourd'hui en NBA, et même dans le basket en général, mais bon, c'était surtout en NBA. Alors, c'est tellement dur en fait de défendre en NBA parce que quand tu défends sur une star, le moindre contact va être sifflé, alors que quand tu es un no-name, entre guillemets, ça va être beaucoup plus dur pour toi d'obtenir des fautes qui te paraissent réelles, en fait, parce qu'il y a plus de contacts, mais ça laisse plus jouer quand c'est un joueur qui n'est pas une star. Il y a toujours eu les superstar calls, les coups de sifflet pour les stars, et parfois des joueurs acquièrent ce statut-là en cours de carrière et puis s'aperçoivent qu'ils ont plus de coups de sifflet qu'à une certaine période. Et justement, je trouve que ça heurte un peu la beauté du produit qu'est la NBA. Parce que je pense que même nous, en tant que fans, ça nous saoule, quoi, de voir des fautes qui ne sont pas. Et oui, au final, Joel Embiid, alors on va parler là, je parle d'Embiid, parce que quand il était encore en forme, il allait très souvent sur la ligne. Après, le gars est agressif. Enfin, il faut être récompensé. Si quand tu es agressif, c'est normal d'être récompensé. Mais c'était limite caricatural un peu. C'était pas du hack Embiid qu'on voyait. C'était vraiment du jeu un peu plus physique. Au bout d'un moment, il faut que les arbitres ils comprennent que le côté physique, ça fait aussi partie du basket. Et trouver le bon compromis, en fait, entre physicalité et arrêter le jeu tout le temps, parce que c'est pas agréable non plus. Mais du coup, c'est de la faute des instances dans ce cas, parce que si en début de saison, là, je dis ça paraît facile, j'imagine que ça ne l'est pas tant que ça, mais si pendant une intersaison, tu dis, Adam Silver dit, vous me réunissez tous les arbitres, on va définir clairement ce qui est une faute, ce qui n'est pas une faute, ce qu'on veut voir, ce qu'on ne veut pas voir, et vous adaptez tout ce qu'on dit sur le terrain, vous le traduisez sur le terrain dans vos coups de sifflet, de manière très, très constante à chaque match, quel que soit l'adversaire, et vous êtes récompensé si ça se passe bien, et vous êtes moins récompensé si ça se passe pas bien. J'ai l'impression qu'il y a moyen de se mettre d'accord, qu'il y ait des directives claires. Là, c'est surtout que, par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est pas, tout le monde n'est pas arbitré de la même manière, tous les arbitres ne sifflent pas les mêmes choses en fonction des équipes, des joueurs, et c'est aussi ça qui... Donc pourquoi est-ce que la NBA... ils se rencontrent avec les arbitres pendant les intersaisons, même entre 2 matchs, il y a des discussions, mais tu as l'impression qu'il suffirait d'un grand... un Grenelle de l'arbitrage, comme on aime bien faire nous chez nous. Il y en a, je pense. Je pense qu'il y en a et que même après chaque match, ils reçoivent des débriefings, les arbitres, alors qui ne sont pas rendus publics, mais où chacun de leurs coups de sifflet a été pris en compte par un superviseur. Ils sont cadrés toute l'année. En fait, moi, limite, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que je trouve que finalement, on ne laisse plus assez aux arbitres la capacité de prendre la bonne décision selon leurs sentiments, en prenant en compte pas simplement la règle, mais l'esprit de la règle. Et donc, en fait, moi, c'est ça, et même, tu sais, le problème de la cohérence, c'est le plus gros problème, en fait. Parce qu'en fait, quel que soit le niveau auquel tu joues, un jour, tu vas tomber sur les arbitres qui vont tout siffler, il n'y a pas de problème. C'est à toi en tant qu'entraîneur, à toi en tant que joueur, de t'adapter à ça. Là où c'est problématique, c'est quand il y a des actions où tout va être sifflé, et d'autres moments où rien va être sifflé. Et même à des niveaux très amateurs, c'est le genre de scénario qui font que des matchs peuvent dégénérer assez vite. Parce qu'au bout du compte, plus personne ne sait ce que tu as le droit de faire ou pas faire. La dernière Coupe du Monde de basket, dernière Coupe du Monde, c'était catastrophique. Il n'y avait aucune cohérence, notamment sur les fautes antisportives. D'un match à l'autre, tu comprenais pas ce qu'allait être une antisportive de relance de contre-attaque ou une faute antisportive sur le joueur.
c'était n'importe quoi. Pense à Nando De Colo. Ben oui, notamment, Nando, mais même il y en a eu d'autres sur cette Coupe du Monde. Est-ce que là, t'as aussi tu te heurtes. L'autre problème, c'est la culture du jeu en fait, la culture du jeu de gens qui viennent de pays différents, le niveau de jeu qui est quand même pas le même partout à travers le monde. Et voilà, il y a des championnats qui sont quand même bien plus faibles, donc des arbitres qui sont pas habitués à devoir arbitrer à un niveau de jeu qui va aussi vite, aussi technique, aussi complexe. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et pour revenir au problème, enfin le problème pour la NBA, tu vois, c'est marrant que tu parles de Joel Embiid, Fred, parce qu'en fait, à l'inverse, je trouve que globalement, il y a une différence trop forte entre les attaquants extérieurs et les attaquants intérieurs. C'est-à-dire que maintenant, tu touches un extérieur qui va vers le cercle, c'est faute automatique. Par contre, pour avoir une faute, si tu es un intérieur qui fait un jeu posté à l'ancienne, entre guillemets, et que tu t'appelles pas effectivement Nikola Jokic ou Joel Embiid, bon courage pour qu'on te donne une faute. Les grands, ils se font quasiment, je vais pas dire massacrer, mais il y a un niveau de contact et même de faute, selon moi, selon le code de jeu, qui est bien. Il y a beaucoup plus de laisser-faire sur les grands, et c'est vrai en NBA, c'est vrai à tous les niveaux, et c'est même très vrai au niveau amateur, parce que souvent on a des arbitres jeunes qui sont pas habitués forcément habitués à avoir joué à ce poste-là, et encore moins avoir vu du basket qui se jouait à ce niveau-là, en fait, maintenant qu'il y a moins de jeux postés. Le jeu posté est, je trouve, de mon point de vue, souvent très mal arbitré en fait. Il y a tout un tas de contacts qui vont pas être effectivement le bras tapé ou des choses évidentes, mais qui vont être poussés au niveau des hanches, notamment toutes ces fautes-là qui sont rarement prises en compte et qui sont extrêmement, qui ont un impact énorme en fait sur ce type de poste-là. Ouais, je te rejoins complètement sur ça. Mais c'est vrai que ça ajoute à la difficulté. Enfin, ce que tu dis, peut-être qu'il faudrait un collège international d'arbitres, mais ça me paraît hyper compliqué à mettre en place. Alors, je sais que la FIBA, les arbitres à la Coupe du Monde, c'était pas les mêmes arbitres qu'en Euroleague. Et justement, en Euroleague, je pense que c'est les meilleurs arbitres du monde, ils sont en Euroleague. Et le truc, c'est que c'est pas. En fait, il y a tellement de conflits, des choses que nous, on a même pas conscience de ça, mais il faut prendre en compte aussi la politique derrière toutes ces décisions. Comme tu disais, les arbitres, ça se trouve, ne peuvent pas arbitrer comme ils le souhaitent parce qu'ils ont des pressions, de par leur boss peut-être, mais de par les chaînes télé, ça peut être de tout, de par les stars eux-mêmes. Peut-être qui au fil du temps, tu lis des relations avec les joueurs, parfois tumultueuses comme Scott Foster et Chris Paul, mais ça joue en plus, tu vois, c'est dingue, mais ça joue. D'autant qu'il y a des stars aussi chez les arbitres quelque part. C'est-à-dire que Tony Brothers, Scott Foster ou autres peuvent se permettre des choses que d'autres arbitres moins expérimentés n'oseront jamais se permettre. Enfin, se permettre, c'est un grand terme, mais oui, ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut une instance au-dessus qui tranche et qui soit vraiment spécialisée dans ça. Limite, tu vois, la NBA fait appel à une entreprise, tu vois, privée. Extérieure. Bah ouais, ce serait peut-être intéressant, ce serait peut-être la solution, parce que il en va aussi de la survie de la NBA, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi peut-être que c'est pas représentatif, mais de fans européens de NBA qui se tournent de plus en plus vers l'Euroleague parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la NBA actuelle, et notamment parce que l'arbitrage n'est pas à leur goût, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une question compliquée, et puis on va peut-être finir là-dessus, mais si je fais le parallèle par rapport à ce que tu proposes, Fred, tu sais, avec le MMA, où finalement les arbitres ne sont pas engagés par, si vous suivez l'UFC, ils ne sont pas engagés par l'UFC. L'UFC n'a aucun moyen ne contrôle pas du tout ce que les juges arbitres vont faire, et il y a des tas de combats où après coup, même l'UFC dit mais c'est n'importe quoi la manière dont tel combat a été jugé, parce qu'en plus d'une commission d'un endroit à l'autre autour des États-Unis, c'est pas les mêmes juges, c'est pas les mêmes habitudes, etc. Et au bout du compte, eux non plus en fait trouvent que finalement la manière dont c'est jugé rend pas honneur au projet ou au produit plutôt qu'ils essayent de proposer au public, quoi. Enfin bon, vaste. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il faut. Moi, je pense quand même qu'il faudrait aider davantage les arbitres et peut-être créer une plus grande concurrence. Je sais pas à quel point les arbitres sont bien payés ou non, mais peut-être que ça peut être un facteur important pour avoir une meilleure qualité. Mais de toute façon, l'arbitrage dans ces sports-là, même dans le football, on débat de ça quasiment toutes les semaines parce que finalement, nous, on est pris aussi par notre côté supporter. Quand c'est notre équipe qui est lésée, forcément, on s'exprime, on crée à l'injustice. Mais je pense qu'il faut aussi aider les arbitres. Et nous aussi, en tant que fans, comprendre que c'est pas facile,
qu'il faut être compréhensif par rapport à ça et qu'il faut aussi se renseigner sur les règles. Moi, je vous incite, ça existe des vidéos sur toutes les règles du basket, mais c'est pas forcément ce qui va intéresser le plus. Donc moi, franchement, je recommande notamment les vidéos de la Ligue Île-de-France qui a fait pas mal de choses, notamment sur le pas zéro. Donc si vous voulez vous mettre à jour par rapport à ça, moi, c'est sur ça vraiment que j'ai mis à jour mon disque dur par rapport au pas zéro, parce que c'est un truc, pour moi, c'est essentiel quand on joue au basket, même quand on entraîne, de connaître les règles par cœur. Parce que c'est, comme je vais reprendre une citation de Juan Malilo, qui était l'ancien adjoint de Pep Guardiola, et même son mentor, qui disait que le meilleur livre sur la tactique, c'était les règles du foot. Et je pense que ça peut être la même chose pour le basket. Je pense qu'on ne pouvait pas finir sur une meilleure phrase, on va s'arrêter là-dessus. Merci encore Fred d'avoir été avec nous, on vous encourage, allez regarder ces articles et les vidéos sur Better Athlete. Vous pouvez trouver aussi sur Instagram, sur YouTube, vous trouverez tous ces contenus-là. On te dit à très vite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous avez votre avis en fait sur l'arbitrage, que ça soit au niveau amateur, chez les pros, si vous avez des solutions à nous proposer. Et puis nous, on vous dit, de toute façon, on vous donne rendez-vous à très vite dans le CQFR et sur tous nos réseaux, comme vous le savez. À bientôt. Merci, à bientôt les gars. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.